autre marabout très contesté est en place pour le 20h. Bonsoir, cher Tidiane Gao. Bonsoir, Aram Touré. Les titres de ce 20h, c'est dans quelques instants. juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le Sud-Just qualifie son ministre de tutelle de problème pour la justice sénégalaise. Ces syndicalistes qui prévoient de marcher la semaine prochaine soutiennent que Maître Sall n'a pas les épaules pour diriger ce département. Le ministre de l'Urbanisme apporte la réplique à Barthélémy Diaz. Abdou Karim Fofana demande au maire de Mermoz-Sacré-Cœur d'arrêter ses tergiversations politiques et attaque tous azimuts à propos des permis de construire. Vous l'entendrez dans ce 20h. Dakar, une ville très chère pour les expatriés devant Madrid, Barcelone et Montréal. Une étude publiée par le cabinet Mercer place le Sénégal. Place la capitale sénégalaise 14e en Afrique et 75e dans le monde. Et puis la ville de Saint-Louis doit-elle se séparer de la statue Faidherbe, figure du passé colonial de notre pays? Des historiens approuvent. Reportage à suivre sur place avec notre correspondant Ousseynou Diop. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Sud-Just brocarde son ministre de tutelle. Les travailleurs de la justice accusent Maître Malick Sall de travailler contre leurs intérêts. Ayaboun Malick Diop et compagnie annoncent une marche de protestation vendredi prochain. Ils ont fait face à la presse. Compte rendu signé Pape Faraning et Ahmadouba. Le seul problème de la justice est tutelle, c'est la conviction du syndicat des travailleurs de la justice. Il accuse ce dernier d'être derrière tous les blocages des acquis obtenus après une longue lutte. Monsieur Malick Sall, qui depuis un an a bloqué la mise en œuvre de tous les acquis engrangés par les travailleurs de la justice, suivant la volonté politique du président de la République. Nous lui demandons trois choses. De finaliser le protocole d'accord des travailleurs de la justice, signé le 17 octobre 2018 avec le gouvernement, par lequel l'État s'engage à augmenter les salaires des travailleurs de la justice. Il sait ce qu'il doit faire pour y arriver. Nous lui demandons aussi de procéder à la publication des décrets qui doivent augmenter l'assiette du fonds commun. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas de l'océan à boire, c'est facile. Et nous lui demandons enfin de procéder à la formation des acteurs de la justice qui doivent changer de hiérarchie. Le Sud-Just va battre le macadam pour dénoncer les agissements de Maître Malick Sall. Selon Maître Ayaboun Malick Diop, le ministre de la Justice n'a pas les épaules pour diriger ce secteur aussi stratégique. Déclaration de marche pour marcher la semaine prochaine, vendredi, Inch'Allah, 19 au niveau du boulevard du Général de Gaulle, pour dénoncer cette attitude qui ne cadre pas avec les responsabilités d'un garde des Sceaux. Pour nous, M. Malick Sall n'a ni l'étoffe ni la carrure d'un garde des Sceaux parce qu'il a failli à sa mission première, c'est-à-dire de faire tout pour que le secteur soit un secteur exempt de crise, soit que le secteur, le milieu le service public de la justice soit exempt de dysfonctionnement. Il a déçu parce que sa nomination avait suscité beaucoup d'espoir. On nous l'avait présenté comme un ange venu du ciel. Mais à la pratique, on s'est retrouvé devant quelqu'un qui a un autre agenda. Après cette marche, le Sud-Just prévoit d'autres formes de lutte pour avoir gain de cause. Faraning, le ministre de la Justice, sera l'invité d'Aram Touré dans la deuxième partie de Soir d'Info. Le ministre de l'Urbanisme, lui, répond à Barthélémy Diaz. Abdou Karim Fofana demande au maire de Mermoz d'arrêter de faire de la tergiversation politique et des attaques tous azimuts. Il se prononçait en marge d'une visite au marché champ des courses pour le recasement des commerçants de Sandaga. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Mohamed Samb et Ahmadouba.
Je me sens très indigné par les déclarations du maire de Sacré-Cœur-Mermoz, M. Barthélémy Diaz, qui quelquefois, peut-être par des tergiversations politiciennes, s'attaque à la délimitation des communes, arrête des chantiers qui sont dans les communes d'autres maires. Après s'attaque au siège de l'APR pour dire qu'il n'y a pas eu d'autorisation de construire, maintenant qu'il n'y a pas eu de paiement. Beaucoup de tergiversations politiciennes où on n'arrive même pas aujourd'hui à savoir quel est le but de sa manœuvre. Encore plus loin, il est allé même jusqu'à retirer des baux donnés à des pays amis, prenant même des risques diplomatiques sur ces sujets-là. Donc ça montre sa détermination. J'en ai même entendu un hier à la télé dire que oui, c'est parce que la Cour suprême nous oblige à signer des autorisations de construire si une personne détient un titre. Mais depuis quand Barthélémy Diaz a peur de la Cour suprême ou de la prison? C'est une nouveauté ça. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir raison garder. Une toute petite précision, c'est plutôt Maître Moussa Diop qui sera l'invité de la deuxième partie de Soir d'Info. Le Sénégal enregistre 92 nouveaux cas positifs au coronavirus ce vendredi. En revanche, le nombre de guéris dépasse largement le nombre de malades. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé relève 106 nouvelles guérisons, mais le nombre de cas graves ne faiblit pas. 23 sont relevés dans le bulletin de ce 12 juin. Levée de certaines mesures de restriction dans les marchés, la reprise de l'activité commerciale connaît une nouvelle dynamique, mais les commerçants plus que jamais impactés par la pandémie. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal milite en faveur d'une relance de l'économie informelle après le Covid-19. Un sujet signé Pape Sangone Mbaye et Mohamed Samb. Le marché Sandaga retrouve son décor habituel. L'activité commerciale est plus que dense après l'assouplissement de certaines mesures de restriction par le chef de l'État il y a quelques jours. Surtout en ce qui concerne le transport, les mesures étaient tellement dures parce que les clients avaient de la peine à rejoindre le marché. Donc on salue vraiment cette mesure d'alléger un peu ces mesures drastiques qu'on avait prises contre cette maladie. La reprise des activités n'est pas facile pour ce commerçant. Il dit être confronté à un problème d'écoulement de ses marchandises. Nous avons repris, mais les clients ne viennent que très rarement. La maladie nous a vraiment touchés. C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État de soutenir le secteur informel. Face à ces difficultés du secteur informel liées à la Covid-19, des propositions allant dans le sens de relancer l'économie informelle au sortir de la crise sanitaire ont été soumises au ministre de l'économie par l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. La mise en place de la ligne de crédit à hauteur de 200 milliards que certainement toutes les entreprises vont donc cibler pour l'accès au crédit. Il nous a reçus, on a échangé avec lui et on a parlé de toutes nos préoccupations qui consistent à la facilitation de l'accès au crédit, parce que si on exige à des entreprises les états financiers des 3 dernières années, ça peut concerner la grande entreprise ou bien la PME structurée, mais ça ne peut pas concerner les acteurs de l'économie informelle qui ont des problèmes de comptabilité, des problèmes de gestion, des problèmes de structuration. Quelques jours après les mesures d'assouplissement prises par l'État, des marchés comme Sandaga sont bondés de monde. L'espoir renaît chez ces commerçants. Les postes de santé de Kaolack dans de sérieuses difficultés financières à cause de la pandémie du coronavirus. Les populations fuient ces postes de santé, laissant du coup les caisses vides. Le personnel sanitaire a lancé un cri du cœur dans ce sujet, signé Ibrahima Diamé et Faligay. À côté de la crise sanitaire, la pandémie du coronavirus a installé une crise économique au niveau des postes de santé. Les agents de santé en question qui ressentent durement la situation se sont penchés sur le sort de ces structures sanitaires qui risquent de connaître de sérieuses difficultés dans un proche avenir. Nous savons que depuis que la pandémie est là, la population, la communauté a fui les postes de santé. Donc, on n'a plus de recettes au niveau des postes de santé. On a des difficultés
même pour acheter le petit matériel comme des gants, des masques, des thermoflash pour le personnel sanitaire qui sont dans les postes de santé, ne serait-ce que pour leur protection. Les dons reçus de quelques autorités de la commune de Kaolack n'ont pas suffi, disent-ils, et les remboursements incomplets de la gratuité des 0 à 5 ans ne militent pas en faveur d'une solution à ces difficultés. L'État avait instruit de payer la gratuité 0,5 ans. Au moment où, dans tous les pays, les CDS ont reçu 2 trimestres, le département de Kaolack en a reçu un seul trimestre. C'est le 2e trimestre de 2018. Les preuves sont là. Le district sanitaire et le médecin-chef de région ont bel et bien déposé, n'est-ce pas, les rapports. Parce que la CMU nationale nous a dit que les rapports du premier trimestre de 2018 ne leur sont pas parvenus. Alors que les rapports du premier trimestre de 2018 sont là. Ainsi, les comités de développement sanitaire interpellent et demandent à l'agence régionale et nationale de la CMU de réagir afin de leur permettre au moins d'avoir de quoi acheter du matériel de protection contre la pandémie. Autre aspect de l'actualité, des réformes apportées sur le code du travail avec l'âge de la retraite à 65 ans pour certaines professions. Eh bien, pour en savoir davantage autour de ces réformes, nous écoutons les explications de Ndiaga Ndiaye. Il est le président des inspecteurs et contrôleurs du travail. Il est interrogé par Pape Faraning et Ahmadouba. L'âge de la retraite au Sénégal est et demeure fixé à 60 ans. Maintenant, il y a quelques dérogations qui sont apportées à travers l'alinéa 2 de l'article L69 qui donne la faculté aux parties, dans un premier temps à l'employeur et aux travailleurs, d'un commun accord de pouvoir proroger l'âge de la retraite jusqu'à un âge qui ne peut pas dépasser 65 ans. Maintenant, l'autre innovation, c'est la possibilité que la loi donne au décret pour pouvoir déterminer des emplois ou bien des catégories professionnelles, des professions bien déterminées, en permettant au décret de fixer pour ces professions-là leur âge de la retraite à 65 ans. Il y a 2 types de retraite. Il y a la pension d'ancienneté qui est obtenue après 60 ans d'âge et 30 ans de cotisation, et la pension proportionnelle qui est obtenue après une cotisation de 15 ans, ce qui est différent du régime privé géré par l'IPRES où la pension est obtenue après une cotisation de 10 ans en ayant également rempli la condition d'âge qui est de 60 ans. En ce temps, la Fédération des retraités du Sénégal était à Thiès pour une évaluation de leurs activités. Et selon ces retraités, presque toutes les doléances posées sur la table sont satisfaites. La prise en charge sanitaire, le paiement mensuel des allocations, entre autres. Oumar Ndiaye, leur président, en parle au micro de Cheikh Anta Diop. Seul le Sénégal et seul l'IPRES au niveau du Sénégal a pris cette initiative de prendre en charge ces retraités. Si vous rentrez tout de suite dans le centre médico-social, les médicaments sont là. Depuis 1 semaine, 2 semaines, il y a eu une nouvelle nomination du directeur général de l'IPRES qui fait que toute l'institution est en branle maintenant pour mettre en place les équipes au travail. C'est ce qui a un peu retardé le dépôt de l'argent à l'hôpital régional. Mais ce n'est pas parce que l'IPRES a des problèmes avec les hôpitaux. L'IPRES n'a jamais eu de problèmes avec les hôpitaux. Nous qui sommes les partenaires de l'IPRES, nous réitérons notre engagement, notre collaboration avec l'institution et avec à la tête du conseil d'administration, Amadou Racine Sy, qui n'a jamais cessé de chercher par les voies et moyens l'épanouissement des retraités. C'est ce qui nous a amené de 3 mois à 2 mois, de 2 mois à 1 mois. Et ça, c'est du fait de Racine et du président de la République, bien sûr.
Vous l'annoncez également dans les titres de cette édition. Le cabinet Mercer vient de publier son rapport 2020 sur les villes les plus chères du monde pour les expatriés. Sur les 42 cités africaines prises en compte, la ville de Dakar occupe la 14e place et pointe au 75e rang mondial. Cette enquête du cabinet Mercer estime que la capitale sénégalaise est chère pour les expatriés, plus que Madrid, Barcelone, Montréal, Bamako, Lyon, entre autres. On voit cela dans les détails dans cet élément signé Ibou Diouf. Dans ce classement 2020, la capitale sénégalaise pointe à la 14e place des villes les plus chères du continent. Mais dans cette étude, le cabinet Mercer fait ressortir une autre information de taille. Malgré sa 75e place dans le classement mondial, vivre à Dakar est cher, surtout pour les expatriés. Dakar est plus cher que Madrid, Barcelone, Lyon, Montréal, Bamako, entre autres. Toutefois, la capitale sénégalaise a gagné quelques points comparé à l'année 2019 où elle occupait la 72e place au classement mondial, soit 3 places gagnées cette année parmi les villes les moins chères au monde. Dans son rapport 2020 sur les villes les plus chères pour les expatriés, le cabinet Mercer a pris en compte 42 cités africaines. Cette étude met à la première place Victoria aux Seychelles, suivie de N'Djamena au Tchad, de Lagos au Nigeria, de la ville de Kinshasa et de Libreville au Gabon dans le top 5 des villes africaines les plus chères. La capitale tunisienne, Tunis, est selon le rapport la ville la moins chère au monde. Avec ce classement et la place du Sénégal au 14e rang, niveau continental, des efforts restent à faire dans le domaine du logement, de la santé, de l'alimentation, du transport, des articles ménagers et du divertissement. Les villes de Hong Kong, de Tokyo, de Zurich occupent le peloton de tête des villes les plus chères au monde. Ces enquêtes sont reconnues comme étant l'une des plus exhaustives. Elles permettent aux multinationales et autres organisations de rémunérer équitablement les collaborateurs auxquels sont confiées des tâches sur la scène internationale. Grâce à ces données, le cabinet Mercer formule des recommandations sur l'ordre de grandeur des primes de difficulté de vie accordées aux salariés en mobilité internationale. Ibou Diouf, Matam, de son côté, cherche à relancer son économie après les mesures de restriction traversées par une crise alimentaire née de la baisse drastique des produits agricoles. Le gouverneur de Matam opte pour la relance de la culture irriguée. Les détails avec Ali Bandelnian. Plongé dans une crise alimentaire née de la baisse drastique des productions, beaucoup plus accentuée par la pandémie de la Covid-19, la culture irriguée devient aujourd'hui l'activité principale pour sauver la vallée du fleuve Sénégal. Sous la coordination de la SAED, le gouverneur de Matam est allé à la rencontre des producteurs sur le terrain. Voilà, parce que l'objectif ultime en fait, c'est d'en arriver à une relance de la production agricole au niveau de la région de Matam. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on doit tout faire pour dérouler l'objectif stratégique de l'autosuffisance en riz. Et à ce propos, la région de Matam a un rôle extrêmement important à jouer. Voilà pourquoi je me suis autorisé donc d'aller vers les producteurs pour échanger avec eux, recueillir avec eux également toutes leurs doléances, leurs préoccupations et leurs attentes. Et ensemble, nous engagerons la réflexion pour voir comment trouver des solutions pour pouvoir surmonter tous les obstacles qui s'opposent aujourd'hui au développement de la riziculture. Seulement, aujourd'hui, c'est le remboursement du crédit à la banque agricole qui hante le sommeil des paysans. Ça veut dire si vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas de riz. Vous pouvez dire que vous n'avez pas de riz, vous ne pouvez pas payer, mais vous avez du riz, vous avez refusé de payer. Donc ces gens-là, il faut que l'État prenne des mesures sur ça. Si on fait une plainte au niveau de la gendarmerie, que la gendarmerie fait son travail correctement, le garde pendant 72 heures et le défaire au niveau du parquet. Parce que s'il ne rembourse pas son crédit, mais on ne peut pas être à 100% au niveau de la CNCH. Dans ce casier agricole de Diala, situé dans cette même commune d'Orkadiéré, les pères de famille s'apprêtent à passer aux récoltes pour la deuxième fois depuis le début de l'année. Aujourd'hui, la double culture a bien pris tout son effet dans cette zone agricole où les paysans sont en train de préparer activement la grande campagne agricole de l'hivernage. Des actions que le gouverneur de Matam, en compagnie des services techniques et même des institutions financières, sont venus voir de leurs propres yeux pour comprendre effectivement qu'il est bien possible de parvenir à l'autosuffisance alimentaire en investissant davantage dans le secteur agricole, plus particulièrement dans la riziculture.
Merci à vous, Ali Bandelnian. La question du financement des partis politiques refait surface après le procès Lamine Diack. Le Sénégal réfléchit depuis plusieurs années pour régler cette problématique, mais selon le journaliste politologue Serigne Saliou Gueye, il manque de volonté politique. Il ajoute avec Valdiodio Ndiaye de la société civile que même la loi est ignorée malgré tout l'arsenal juridique. Un sujet signé Alassane Ba et Youssou Baro. En fait, il s'agit d'une panne d'électricité qui est causée par un câble souterrain qui se trouve entre le poste militaire de Georges Boissy et le poste de l'usine des eaux dans le quartier de Kandialan. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Je veux l'annoncer plutôt. La question du financement des partis politiques qui refait surface avec le procès Lamine Diack en sujet signé à Alassane Ba, certainement que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. La Sénélec qui s'explique sur les 30 heures de coupure d'électricité à Ziguinchor. Le délégué régional de la société régionale a fait face à la presse. Aïnirou Ndiaye en parle au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. En fait, il s'agit d'une panne d'électricité qui est causée par un câble souterrain qui se trouve entre le poste militaire de Georges Boissy et le poste de l'usine des eaux dans le quartier de Kandialan. Donc il a entraîné, comme vous le savez, des perturbations sur le réseau de Sénélec, entraînant ainsi que l'électricité n'est pas disponible dans certains quartiers, comme le camp militaire, le quartier de Kandialan Ouest, Médine Mankagne et Somiva. Nous sommes presque à 30 heures de coupure actuellement. Sénélec voulait informer que ces pannes souvent sont dues à des travaux de certaines sociétés qui creusent des tranchées, qui provoquent souvent des blessures sur nos câbles souterrains, entraînant des incidents qui affectent la qualité du service. La ville de Saint-Louis doit-elle suivre la mouvance avec le déboulonnement des statues liées à l'esclavage? Des historiens dans la capitale du Nord pensent qu'il faut en faire de même avec la statue Faidherbe qui rappelle un passé douloureux pour notre pays. Un sujet signé à notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Partout dans le monde, plusieurs statues à l'effigie d'esclavagistes ont été déboulonnées dans plusieurs pays. Une manière pour les manifestants de montrer leur colère après la mort de l'Afro-Américain George Floyd. À Saint-Louis, la statue Faidherbe est placée au cœur de la ville. Ici, la question de son déboulonnement fait débat. Oui, il faudrait la déboulonner. Parce qu'en fait, c'est un passé douloureux. Quand on songe que par exemple à Djouloulou, il a brûlé énormément de personnes, il brûlait des villages, il brûlait des saints. Par exemple dans un village de Casamance, c'est 200 personnes qui ont été brûlées. Alors faut-il définitivement déboulonner ces figures controversées de l'histoire? Mamlatif Fall du Forum civil et l'historien Cheikhou Diakité apportent des réponses fermes. Beaucoup de gens demandent maintenant pourquoi faire des statues à des gens qui sont illustrés négativement dans l'histoire du monde en prônant la domination d'une race au détriment d'une autre, ou bien dans l'esclavage, le sionisme. Donc c'est un débat qui se pose. Et maintenant, il appartiendra à nos autorités de faire une relecture nouvelle et de prendre les décisions idoines. C'est un général qui a été objectivement sanguinaire. Sanguinaire à la limite, je dis qu'en fait tous les qualificatifs qu'on donnait aux anciens, c'est-à-dire par exemple, je veux parler de Samori et autres, étaient aussi au niveau de Faidherbe. Mais pour eux, tout doit être fait de manière pacifique, de concert avec les États. L'autorité doit être à l'écoute de son peuple, des exigences, des attentes de son peuple. Et maintenant, le débat commence à être récurrent. Au lieu justement d'aller vers ces types de soulèvements qui seraient préjugeables autour, nos autorités n'ont qu'à anticiper pour, à la limite, voir les rues, voir les statues qui nous rappellent une histoire pas trop glorieuse et pourquoi pas de proposer d'autres modèles à la place de ces statues. À Saint-Louis, d'autres optent pour le maintien de la statue Faidherbe à la place publique pour ne pas oublier l'histoire de la vieille ville.
Et puis la page des sports que nous démarrons avec du football, saison pratiquement terminée pour Salif Sané en Allemagne. Et puis la Confédération africaine de football qui maintient la CAN 2021 au Cameroun au mois de janvier prochain. C'est avec Cher Salibou Diarra. La Confédération africaine de football, toujours dans une logique d'organiser la CAN 2021 du 9 janvier au 6 février prochain. Abdelba, le secrétaire général, l'a encore réitéré ce vendredi, rappelant les conditions climatiques au Cameroun au mois de juin. Il annonce la reprise des éliminatoires très probablement au mois d'octobre. Salif Sané enchaîne de son côté les blessures. Ayant effectué son retour après une longue absence et la coupure due au nouveau coronavirus le 16 mai dernier, le défenseur international sénégalais a rechuté à l'entraînement avec son club Schalke. Il souffre d'une blessure musculaire et a peu de chances de rejouer cette saison. Pendant ce temps, Sadio Mané respire la forme à une semaine de la reprise de la Première Ligue. L'attaquant de Liverpool a marqué un but dans le carton de son club, 6-0, face à Blackburn en match amical. Kalidou Koulibaly de Naples retrouve lui la compétition ce samedi. Une demi-finale retour de la Coupe d'Italie face à l'Inter de Milan. Le défenseur sénégalais qui va rejouer après 4 mois d'attente connaît une légère baisse de sa valeur marchande. Naples qui exigeait 100 millions d'euros est maintenant prêt à discuter à 70. Le club italien encore présent dans la Ligue des Champions pourrait participer à un tournoi à 8 à Lisbonne, au Portugal. Selon des médias européens, l'UEFA envisage une formule qui regroupe les 8 quarts de finalistes dans des matchs couperés. La décision officielle est attendue le 16 et 17 juin prochain. Optant également pour une formule resserrée à Orlando, la NBA, le championnat nord-américain de basketball, a dévoilé le calendrier de reprise des 22 équipes. Du 9 au 29 juillet prochain sont prévus les entraînements collectifs et les 3 matchs amicaux de chaque équipe. Et puis les acteurs des courses hippiques veulent relancer leurs activités face à la presse ce matin. Jockeys, propriétaires et entraîneurs en appellent à la compréhension des autorités. Ces acteurs ont aussi déploré le manque de soutien du ministre des Sports Abdou Khadre Mbaye, leur porte-parole interrogé par Khadim Sissé. Depuis qu'il y a cette pandémie, on n'a jamais senti qui que ce soit à nos côtés. Ni le ministère des Sports, ni le CNG. On a senti seulement le ministre de l'Élevage qui nous a reçus et qui nous a promis des choses. Mais le ministère des Sports, jusqu'à l'heure là où je vous parle, il n'a rien dit. La fois passée, on lui a fait une conférence de presse. Il a parlé de toutes les disciplines, sauf les courses hippiques. Nous, on ne fait pas partie de son plan de travail. Nous, non. Nous sommes les parents pauvres de cette filière. Et le président du CNG aussi, je sais que si le ministre des Sports ne lui donne pas l'autorisation de faire des courses, il ne peut pas le faire. Mais par contre, pour aller vers les gens, parler avec les gens, il n'a pas besoin de l'autorisation du ministère des Sports. Ça, c'est prérogative personnelle. Il devait aller voir les gens, la filière, parler avec eux. Même s'il ne leur passe 100 francs, il devait aller leur parler. Il devait parler avec la filière, mais il ne l'a pas fait. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information à 0h avec le tout en images. La deuxième partie de Soir d'Info, c'est tout de suite avec Aram Touré. Aram,